La bergerie de Villarceau se trouve dans le parc naturel régional du Vexin français, au nord-ouest de la région francilienne. Elle est caractérisée par ses grandes plaines céréalières ainsi que par le patrimoine associé aux anciens domaines agricoles. Elle constitue un territoire agricole et forestier de plus de 600 hectares qui était historiquement associé aux domaines qui le bordent à l'ouest. On distingue de grandes surfaces boisées qui couvrent 230 hectares cadrant le site au sud-ouest et à l'est. Les terres agricoles occupent l'essentiel des surfaces, soit environ 400 hectares d'un seul tenant, ce qui constitue une remarquable ferme vexinoise. La moitié de ces terres est en prairies, pâturées ou fauchées. Le parcellaire agricole présente un découpage laniéré, avec des parcelles ne dépassant pas 10 hectares. Les espèces cultivées sont diversifiées, déclinant près de 14 productions différentes. Ces cultures sont échelonnées sur un cycle de 8 années par parcelle appelé rotation. Les 4 premières années en prairie permettent d'augmenter la fertilité des sols et de limiter le développement des adventices. Les 4 années suivantes reçoivent alternativement des céréales et des légumineuses, principalement à destination de l'alimentation humaine. La bergerie de Villarceau s'organise sur le plateau d'Aumerville, cadré par les vallées du Ru de Chaussy et du Ru de Préfontaine. Ce plateau est constitué par une roche-mère calcaire sur laquelle on trouve des sols de limon profonds, propices à l'activité agricole. La bergerie de Villarceau apparaît comme un îlot singulier dans un territoire agricole majoritairement spécialisé dans les grandes cultures. Quelle est l'origine de cette singularité de paysage ? Pour y répondre et pour comprendre la diversité des paysages de Villarceau, la démarche qui en est à l'origine, un retour dans les grandes évolutions agricoles et sociétales de la seconde moitié du XXe siècle s'impose. Après la Seconde Guerre mondiale, les pays européens, détruits et soumis au risque de famine et de pénurie alimentaire, s'engagent dans la reconstruction de leur système productif agricole et industriel. Cette période marque le début de plusieurs décennies de modernisation de l'agriculture, parfois appelée Seconde Révolution agricole ou Révolution verte. Elle est soutenue par la mise en place de la PAC, la politique agricole commune européenne. La motorisation, le réaménagement parcellaire, l'introduction des variétés hybrides, la spécialisation et l'usage des produits chimiques vont transformer en profondeur et durablement nos modèles agricoles. Ce nouveau modèle d'agriculture va faire l'objet de critiques de plus en plus fortes quant à ses conséquences sur la qualité des aliments, sur l'environnement, mais aussi sur les déséquilibres économiques qu'il génère à l'échelle mondiale. Dans la lignée du rapport de Brundtland, qui voit émerger la première définition du développement durable, et suite au premier sommet de la Terre en 1992 à Rio, des groupes de réflexion remettent en question les orientations de la PAC. Donc à ce moment-là, il y a un groupe qui a joué un rôle très important. En 1992, c'était le groupe de Seillac, qui était présidé par Edgar Pisani, qui a été un grand ministre de l'Agriculture, enfin le grand ministre de l'Agriculture, presque une figure tutélaire, puisque c'est lui qui avait conduit la modernisation, mais et de manière symptomatique, mais intéressante. À la fois, il avait une vision critique de cette modernisation, il avait bien conscience que les enjeux avaient changé, et il avait constitué autour de lui d'un groupe de personnalités du monde agricole et hors du monde agricole. Et c'est ces gens-là que nous sommes allés voir, syndicalistes agricoles, des fois industriels, qui avaient réfléchi sur qu'est-ce que devait être l'agriculture de demain, avec cette idée que l'agriculture n'existe pas en tant que telle, elle n'est que l'expression, dans le domaine de la production alimentaire, des enjeux d'une société. Engagée dans l'émergence d'une communauté mondiale et intervenant dans les champs de la gouvernance, de l'éthique et des modes de vie durables, la Fondation Charles-Léopold Meyer pour le progrès de l'homme est propriétaire du domaine de Villarceau, acquis en 1976. Jusqu'à 1992, l'exploitation céréalière qui s'y trouve est alors sur un modèle conventionnel, industrialisé, fortement spécialisé et se révèle en incohérence avec le discours de la Fondation. À Villarceau, on produisait du blé subventionné par l'Union européenne qui allait soit être déversé sur le marché mondial, soit nourrir des animaux, notamment des poulets, qui étaient ensuite déversés à leur tour sur le marché mondial et donc qui cassaient les marchés.
Et donc à un moment, le conseil de fondation dit ça n'est plus possible. Surtout que tout ça était structuré autour de l'idée qu'on produit beaucoup de produits végétaux avec des rendements très élevés et on les transforme en produits animaux. Ce qui fait qu'au niveau de la planète, compte tenu du fait que la transformation des ressources naturelles en animal est beaucoup moins efficace que la transformation du produit végétal, on appauvrit en fait les ressources alimentaires disponibles pour nourrir une planète qui aura bientôt 9 milliards d'habitants. Dans ce contexte-là, le Conseil dit on va faire de la gestion durable, agricole et rurale, et avec la notion de territoire, c'est-à-dire qu'on inclut les forces sociales présentes, et pas seulement la question purement agricole, ce qui, à notre sens, était et est toujours une erreur. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent à l'aube du XXIe siècle de 600 hectares de terres agricoles et forestières à 80 bornes de Paris? Voilà. Si on veut résumer ça, c'est comment il faut le manager, comment il faut le faire évoluer pour que ce domaine serve le monde qu'on a envie de voir advenir, c'est-à-dire un domaine qui va reconstruire du lien social, reconstruire des identités, ne pas polluer la planète, mais au contraire reconstituer une fertilité, une richesse agroécologique, et contribuer à la formation, mais tout azimut, des enfants, des étudiants, des adultes, etc.